Bienvenue à ITV et bienvenue à Questions Directes qui reçoit aujourd'hui Abdou Karim Gueye. Abdou Karim Gueye était ancien directeur de l'ENAM. L'ENAM, on forme l'administration sénégalaise. Il a été pendant 30 ans IGE, inspecteur général d'État. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il fait le tour de l'Afrique en tant que consultant pour aider le gouvernement à se mettre en place une bonne administration. Tout récemment, il revient de Djibouti, où il était aussi parti, coopté par le gouvernement djiboutien, pour aider justement ces pays à mettre en place une administration de performance. Abdou Karim Gueye, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal a une tradition d'une administration dite bonne, de façon générale. On parle de plus en plus de fast-track dans l'exécution des actions publiques, des politiques publiques. Pourquoi aujourd'hui au Sénégal, on n'arrive pas à avoir une administration performante? Oui, je pense que les réformes qui sont faites ne sont pas suffisantes. Pourquoi? Il y a d'abord le premier aspect qui est les processus qui sont en place, à mon avis, qu'il faut réformer. Parce qu'aujourd'hui, une administration performante, c'est tout un système qu'il faut construire. Premièrement, il faut des agents publics qui planifient très bien. Et il faut en général ce qu'on appelle la planification stratégique. Et cette planification va permettre de cerner les objectifs qu'il faut poursuivre sur un horizon d'1 an, 2 ans, 3 ans. Une fois que les objectifs sont identifiés, il faut prévoir les risques de non-atteinte des objectifs, ce qu'on appelle le management des risques. Et tous ces dispositifs n'existent pas en réalité. Et bon, c'est vrai qu'il y a quelques plans stratégiques, mais chacun le fait à sa manière. Alors, quand on regarde les pays où ces choses-là marchent très bien, le plan stratégique est normalisé au niveau de tout l'État. Par exemple, aux États-Unis, vous avez même une loi sur la performance et les résultats du gouvernement. Donc nous devons construire tout un système de management de la performance. Et les processus ne suffisent pas. Il faut des incitations, il faut récompenser, il faut sanctionner. Et ces dispositifs restent à construire. Donc, mais pourquoi donc dit-on au Sénégal que c'est un pays de planification? Depuis Senghor, on a créé le bureau organisation et méthode. On a vu le ministère du Plan avec Abdou Diouf, entre autres, tout ça a été mis en place. Mais depuis lors, on a l'impression que c'est plus des paroles que des actes sur le terrain réellement. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que d'abord, du point de vue des méthodes, je parlerai des autres aspects. Du point de vue des méthodes, les outils ont évolué. Par exemple, aujourd'hui, pour gérer la performance, il faut que chacun cerne avec clarté ses objectifs. Premièrement, il faut mesurer la performance. Ça signifie que chaque service public, chaque entité a des indicateurs de performance, ce qu'on appelle des indicateurs clés de performance. Chaque entité rend compte de ses performances par des rapports sur les performances. Et ces rapports sur les performances peuvent être des tableaux de bord, peuvent être des rapports écrits, etc. Et donc, on rend compte des performances. Et quand on rend compte des performances, maintenant, on mesure les performances, on en rend compte, et maintenant, le pouvoir public peut corriger. Il peut corriger la trajectoire, si les objectifs sont atteints, si les objectifs ne sont pas atteints, etc. Ce dispositif reste à construire. Et il y a tout un ensemble de slogans comme les plans stratégiques, etc. Mais ce sont des slogans pour le moment. Ce qu'il faut, c'est construire le dispositif, soit par voie législative, ou bien mettre en place des manuels de procédure de gestion axés sur la performance et les résultats. Il faut mesurer également les résultats de chacun et décider, soit de les sanctionner, soit de corriger, soit de promouvoir, etc. Les pays qui réussissent cela, comme Taïwan, Dubaï, Singapour, Malaisie, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont construit le système. Ça, ce n'est qu'un aspect. L'autre aspect aussi, c'est le leadership. Parce que ce dont je viens de parler, c'est un processus de management. Le management en lui-même ne suffit pas. Il faut des leaders qui sont orientés vers la performance, qui sont orientés vers la méritocratie, qui récompensent, qui sanctionnent, etc. Ce dispositif n'existe pas. Et donc voilà, mettre en place des outils ne suffit pas. Et puis en fait, il faut que nous-mêmes, les fonctionnaires changent. Et changent de mentalité, qui soient au service des citoyens. Un credo essentiel pour gérer la performance, quand on a commencé ces réformes dans les années 90, dans d'autres pays,
Les credos, c'est des résultats pour les citoyens. Mais pour construire des résultats pour les citoyens, il faut mettre en place le processus dont je viens de parler. Et ce n'est Mais pas beaucoup encore disent fait. que dans les années 78, le Sénégal était au même niveau de développement que la Corée Oui. du Sud aujourd'hui, qui fait Samsung, qui fait les téléphones, qui a de grosses performances. Oui. Ces pays-là ont pu décoller et le Sénégal n'a pas pu s'en sortir. Et pourtant, il y a eu beaucoup de plans. Le Oui. plan d'aménagement du territoire, le nouveau plan qui a été mis en place, tous ces outils ont été mis en place. Mais sur les résultats, les populations ne sentent pas qu'il y ait de réels changements dans leur vie. Oui. Parce que le plan ne suffit pas. Le plan ne suffit pas. Le plan, c'est un ensemble de processus, d'objectifs, etc. Et comme disent souvent les grands consultants, l'exécution est essentielle. L'exécution suppose que moi, je m'engage sur des objectifs, pas simplement mettre en place un plan. Je suis censé les réaliser et le leader mesure mes performances. Et quand il mesure mes performances, il me récompense, il me sanctionne, il fait de la promotion. Ça signifie aussi qu'il faut construire un système basé sur la méritocratie, hein, comme ils l'ont fait à Singapour. Donc si vous ne mettez pas cet ensemble de dispositifs, ça pourrait être des slogans. Et vous entendez en Afrique, tout le monde parle de gestion axée sur les résultats. Mais où sont les résultats? Et c'est parce que le plan ne suffit pas. Au-delà du plan, il y a les mécanismes de leadership et il y a même les réformes institutionnelles qu'il faut faire pour qu'il y ait une administration intègre, éthique, orientée vers l'équité et les résultats aux citoyens. Vous avez été directeur de l'ENAM, vous Oui. avez formé beaucoup de fonctionnaires au Sénégal aujourd'hui. Est-ce que l'ENAM telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est adaptée aux nouvelles réalités économiques, sociales et culturelles? Je vais vous raconter pourquoi je n'étais pas été à l'ENAM, ça expliquera tout à l'heure. Moi, j'étais déjà inspecteur général d'État, je n'avais pas peut-être intérêt à aller là-bas. Mais bon, on a réussi à me convaincre, je suis parti. Mais je suis parti, on m'a fixé un objectif. On dit, bon, M. Gueye, nous pensons que vous pouvez faire ce travail. Vous allez réformer l'État parce qu'il y a 3 sortes d'impératifs pour les réformer. Premièrement, nous sommes à l'ère du nouveau management public. Les fonctionnaires doivent changer de mentalité. Et tu vas essayer de voir comment le faire. Deuxièmement, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la technologie, mais pratiquement il n'y a rien là-bas. Ça va être un des objectifs qu'on te fixe. Troisièmement, un des objectifs qu'on te fixe, c'est la recherche-action, parce que la recherche est faible dans l'administration publique. Ça, c'était dans les années 90. Ça correspond à un moment où, partout dans le monde, l'administration publique est en perte de légitimité. Ce qu'on a appelé à l'époque la crise de légitimité des services publics. Et il y a des gens comme Bill Clinton, comme Margaret Thatcher qui disent bon, ça, on va régler ça. Surtout la dame de fer, Margaret, elle a fait une réforme draconienne pour réformer l'administration britannique. Et effectivement, à l'époque, déjà 90, 90 à maintenant, ça fait 34 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et le Sénégal a essayé, mais nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Parce qu'aller jusqu'au bout, on est supposé d'abord qu'on privilégie la méritocratie, qu'on mette en place les processus de management des performances, qu'on renforce le contrôle. Parce que pour moi, le chemin le plus rapide pour le changement, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Et nous devons améliorer nos dispositifs d'audit interne. Nous sommes en retard. Pourquoi? Parce que nos dispositifs d'audit interne ne sont pas conformes aux meilleures pratiques internationales. Premièrement. Deuxièmement, bon, heureusement que maintenant on commence l'évaluation des politiques publiques, mais pendant longtemps on n'a pas fait d'évaluation des politiques publiques. Et c'est une activité très noble parce que l'évaluation des politiques publiques, c'est vraiment s'interroger sur le mérite des politiques publiques. Et donc il y a toutes ces réformes qu'il faut faire. Voilà un peu pour... Mais est-ce qu'il est facile de réformer l'administration sénégalaise? Elle semble être, sur le plan africain, du dehors, très performante. Mais au vu des résultats qu'elle donne sur le terrain, chez les populations les plus démunies, ils ne sentent pas ces résultats. Rien n'est difficile s'il y a le leadership. Le leadership éthique, le leadership citoyen, le leadership par l'exemple. Par exemple, et rien n'est difficile s'il y a la méritocratie. C'est-à-dire que les gens qui font des résultats sont récompensés publiquement. Rien n'est difficile s'il y a un contrôle performant. Si on fait les audits qu'il faut pour interroger les performances des agents publics, par exemple, et pour améliorer le fonctionnement de l'administration publique. Donc c'est un projet, c'est une vision, mais qui a besoin d'un leadership fort et décidé derrière. Parce que les techniques, c'est facile, on les apprend facilement.
les processus, comment on planifie, et comment on mesure ses propres performances. Tout ça, c'est dans la littérature. L'expérience montre que les pays qui ont appliqué les systèmes dont je viens de parler, Singapour, Malaisie, Dubaï, Taïwan, etc., mais on fait des développements en 15 ans, 20 ans, 30 ans, très courts. Des cycles très courts, c'est des exceptions. Mais ils ont appliqué des systèmes de management de la performance, de méritocratie. Les gens ne croient qu'à ce qu'ils voient. Moi, c'est ça ma thèse, hein, d'après mon expérience de haut fonctionnaire, de quelqu'un à qui on a demandé de réformer l'administration à un moment donné. Les gens sont sceptiques. Ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de résultats. De résultats. Et les choses vont commencer à changer petit à petit. Et je crois qu'un élément fondamental, c'est de mesurer la performance des gens et de les sanctionner positivement. C'est de dépolitiser aussi. C'est de mettre en place une gouvernance d'entreprise, par exemple au niveau des conseils d'administration, qui doivent avoir des comités de risque, des comités d'audit, toutes sortes de choses comme ça qu'il faut améliorer. Et vous pensez que la politisation de l'administration sénégalaise est l'une de ces tares? Ah oui, les gens de ma génération sont rentrés dans l'administration avec un endoctrinement. Comme quoi, vous êtes dans un milieu où la compétition compte, vous faites les concours. Moi, j'ai fait le concours pour entrer à l'inspection générale d'État, pour entrer à l'ENAM, etc. Nous, on a grandi dans ce culte du mérite et du concours. Mais aujourd'hui, ces choses ont tendance à disparaître. Et parce que je pense qu'il y a une grande étude qui mérite d'être faite, peut-être par des doctorants, etc., et sur quel est l'impact un peu des alternances. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de fonctionnaires que de contractuels, par exemple, au sens du statut général de la fonction publique. Et je pense que la méritocratie invite à la dépolitisation. Mais est-ce que le Sénégal n'est pas en train de dépasser par la sous-région? Quand on regarde ce qui se passe au Rwanda, les résultats que ça donne, au Bénin, aujourd'hui, certains postes de direction, c'est des appels à candidature. Et d'ailleurs, un des Sénégalais, Boubacar Camara, qui était directeur des douanes du Sénégal, est aujourd'hui DGA des douanes béninoises. Ouais. Oh, je le salue au passage, c'est un jeune frère. Donc, je pense que c'est bien cela qu'il s'agit. Quand vous regardez le Rwanda dont on parle tant, mais en fait, c'est que le président rwandais gère la performance. Et au Rwanda, il y a un ensemble de contrats de performance. Le président lui-même signe les contrats de performance avec les ministres. Les ministres avec les collectivités territoriales. Ils ont des objectifs à atteindre. S'ils ne l'atteignent pas, ils sont dégommés, ils sont changés. Sur le champ. Il y a des sanctions positives et négatives. Et puis vous avez la grande unité, le Rwanda Governance Board, là, qui est une véritable structure de pensée stratégique pour le gouvernement. Et donc les bonnes pratiques, les chercheurs comme moi, ils les connaissent. On peut les transférer dans nos administrations. Mais une fois encore, ça suppose que les gens n'aient pas peur du changement. Ça, c'est le premier problème. Que les gens oublient un peu leurs intérêts personnels. Et parce que quand je travaille en Afrique, que je discute, je me rends compte de plus en plus qu'il y a une forte résistance au changement. Et nous avons toujours il faut que les élites changent de mentalité. Et si je prends les travaux de Robinson, là, sur les élites, ce qu'il appelle les élites extractives et inclusives. Et il faut qu'on ait des élites de plus en plus, beaucoup plus inclusives. Évidemment, des politiques publiques inclusives aussi. Mais est-ce que le problème du Sénégal, c'est justement les alternances ne conduisent pas au changement véritable? Bon, les changements, moi je pense qu'on les vérifie par des évaluations. C'est vraiment pas quelque chose de théorique. Et par chacun d'entre nous, comment il le sent dans sa vie personnelle. Et je crois que le changement, c'est ça. Vous le sentez, vous, ce changement dans votre vie personnelle? Quand vous êtes à l'hôpital, par exemple, pour vous soigner, quand vous êtes dans une école de formation ou dans une école où vos enfants étudient, est-ce que vous sentez qu'il y a des performances là-bas? Vous sentez qu'il y a de la qualité? Bon, comme je n'y vais pas toujours, je ne sais pas. Bon, peut-être que je suis un petit privilégié, j'ai tendance à aller là où il y a moins de problèmes. Bon, je pense que s'il y avait vraiment une transformation profonde, on devrait pouvoir. Mais tant qu'on ne le mesure pas, tant qu'on ne mesure pas la performance, tant qu'on a des indicateurs de performance, tout le reste, c'est des. Comment je pourrais dire? Dans l'environnement global, vous sentez que le pays change? Dans le bon sens ou pas? Au niveau des infrastructures, oui, je crois.
mais je pense qu'il faut construire tout un système, un sous-système éthique de transparence, d'intégrité. Je pense qu'il faut réformer l'administration dans le sens d'une gestion de la performance beaucoup plus moderne. Et parce que nous connaissons comment ça se fait, nous connaissons les outils. Et chaque fonctionnaire aujourd'hui aurait dû avoir un tableau de bord, aurait dû produire un rapport de performance auditable. Parce que, prenons par exemple l'audit sur les performances. Au fond, l'audit aujourd'hui au Sénégal, c'est théorique dans le secteur public. Parce que pour auditer, il faut ce qu'on appelle l'auditabilité. Il faut des systèmes, il faut des outils, il faut des systèmes de management de la performance déjà. Il faut un système de management des risques déjà. Mais tout ça n'existe pas. Bon, c'est vrai qu'il y a un début. Il y a un début sur le management des risques qu'on est en train d'instaurer au niveau des ministères, mais je trouve que c'est très lent quand même. Je trouve que c'est très lent parce que moi déjà, quand j'étais à l'inspection, ce projet avait commencé. Donc, si on était aux États-Unis, pendant, on aurait fait ce qu'ils appellent des surveys, quoi. On saurait ce que les gens pensent exactement, est-ce que leur vie ont changé. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dit que oui, les choses ont changé. Pour moi, ce n'est pas scientifique. En fait, on aurait dû faire des sondages pour demander aux Sénégalais est-ce qu'ils se sentent mieux par rapport à ce qu'ils vivaient avant, est-ce qu'ils gagnent mieux leur vie, est-ce qu'ils sont encore devenus plus pauvres ou pas. On aurait fait ces résultats-là. C'est ça qui est scientifique. Pour mesurer. Voilà, c'est ça qui est scientifique. Mais dire comme ça, c'est des slogans. Dire comme ça, c'est des slogans. Mais vous êtes dans un pays où tout le temps le gouvernement parle de fast track, dans le Conseil des ministres, les communiqués, c'est à longueur de ligne, de fast track, dans un pays qui est appelé à être gazier et pétrolier. Mais encore une fois, la pauvreté continue à gagner du terrain au Sénégal. Malgré l'ambiance fast trackienne. Oui. Non, je connais beaucoup de pays africains aujourd'hui où nous avons des plans, ce que j'appelle des plans pays émergents, ou toutes sortes d'autres appellations. Plan Gabon émergent, plan Sénégal émergent. On a des taux de croissance très, très intéressants, mais ça ne change pas la vie des gens au quotidien. Pourquoi? Donc, ma vision est qu'il y a plusieurs piliers sur lesquels il faut agir. Il faut agir, je l'ai dit tout à l'heure, il faut un leadership capable de mobiliser les gens pour le changement, parce que les gens en général n'aiment pas trop le changement. Premièrement, il faut réformer les institutions de telle sorte qu'elles soient beaucoup plus inclusives et orientées vers le bien-être des populations et non extractives, comme disent certains chercheurs, où vous avez des élites qui cherchent à s'accaparer la richesse à leur profit. Et ça, c'est tout un programme. Et il faut une stratégie de transparence et d'équité. D'équité, donc, ce qui pose tout le problème du contrôle. Encore une fois, pour moi, le contrôle, c'est le plus court chemin pour transformer les choses. Si on le fait, comme le président Senghor disait, quoi, il aimait bien le contrôle, lui. Il disait, bon, chaque week-end, quand je vais, donc, son petit palais là, et je lis les rapports de l'IGE et du BOM. Vous avez parlé de l'IGE et du BOM. Ça lui tenait à cœur. Donc, je pense qu'il faut donner au contrôle ces titres de noblesse. Et quand je dis contrôle, c'est très vaste. Il y a le suivi, il y a les évaluations, il y a les audits, il y a les investigations, les enquêtes, etc. C'est tout un système qui repose sur des normes internationales que nous devons nous approprier. Et moi, la plupart de mes activités de conseil en Afrique aujourd'hui, c'est de dire, voilà, si vous voulez être conforme aux normes internationales, voilà ce qu'il faut faire. Mais je me rends compte de toute la difficulté. Les gens n'ont pas envie qu'on les mesure leur performance, par exemple. Ça, c'est transparent. Donc, il n'y a que le leadership qui peut régler ça. Et le leadership par l'exemple, par exemple. Quelqu'un qui vérifie, qui donne des ordres, qui s'assure que c'est fait, qui récompense, comme je l'ai dit, qui sanctionne, etc. Oui, par exemple, le Sénégal est connu comme étant un pays aux qualités ressources humaines extraordinaires. Hein. Si vous venez au Sénégal, dans la diaspora, le Sénégal était qualifié, les Sénégalais étaient performants partout à travers le monde. Vous allez dans les plus grands organismes internationaux, vous trouvez des Sénégalais performants. Oui. Mais, à l'intérieur au Sénégal, les choses restent à l'état. Est-ce qu'il y a un problème d'emploi des ressources humaines sénégalaises aujourd'hui? Des compétences sénégalaises? Vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère de la gestion des talents. La gestion des talents suppose tout un ensemble de processus, de méthodes de sélection, etc.
Je pense que nous devons retourner à une certaine orthodoxie, parce qu'on n'a pas mieux que ça. Et cette orthodoxie, c'est d'abord de réhabiliter les concours. De réhabiliter les concours, sélection basée sur la méritocratie, de mettre en place des évaluations. Le BOM a essayé plusieurs fois de mettre en place des évaluations de performance, de changer le système de notation par cela, mais apparemment, ça ne donne pas de résultats. Donc, il nous faut mettre en place de bons outils, mais encore une fois, deux choses importantes, c'est le leadership et c'est nous-mêmes. Il faut que nous changeons. On accuse souvent les gouvernements, mais quand vous regardez certaines pratiques de certaines élites, ils ne font pas mieux. Et donc je pense que nous aussi, nous devons changer chacun à son niveau. Est-ce que le problème, donc, de fond, c'est l'éducation au Sénégal, Oui. qui a beaucoup baissé. Dans les maisons, les gens ne sont plus peut-être éduqués comme avant. Parce que les parents se disent qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper des enfants, qui sont l'avenir de la nation. Et les élites qui doivent montrer le bon exemple sont de plus en plus véreuses. Oui, c'est bien ça. Je pense que, j'ai parlé de leadership, mais le leadership, c'est aussi éduquer les gens. C'est les informer, c'est donner l'exemple, le management par l'exemple. Des fois, on parle de leadership par l'exemple. C'est promouvoir la citoyenneté. Et il faut reconnaître qu'il n'y a rien là. Nous, ma génération, on faisait au moins l'éducation civique. Apparemment, ça a pratiquement disparu. Mais je pense qu'il faut avoir une stratégie de communication et de sensibilisation des populations sur les enjeux des temps modernes, sur l'intégrité, sur l'éthique, sur la performance, etc. Et tant qu'on ne donne pas l'exemple, pratiquement, les mauvais vont essayer de prendre la place des bons, parce qu'ils savent que ça va marcher. Vous travaillez avec le gouvernement djiboutien justement sur les réformes. Oui. Mais sur quelle base travaillez-vous avec eux? Non, moi, je travaille pas seulement Djibouti, Côte d'Ivoire, tout ça. Et mais en fait, je pars des normes et des bonnes pratiques internationales qui font l'objet de beaucoup d'études. Et par exemple, si vous prenez la modernisation de l'État, la performance, depuis les années 90, ces études existent. Avec Al Gore, par exemple, et Bill Clinton, ils ont fait des choses intéressantes. En Angleterre, Margaret Thatcher a fait des choses à Singapour, à Taïwan. J'étudie ces bonnes pratiques. Ça me permet d'avoir une vision des potentiels de changement et comment ils ont fait. Mais par contre, la difficulté étant pour moi africain, d'adapter et non d'adopter. Et ça, je crois qu'il y a mon expérience de 30 ans quand même, de formateur, de conseiller, de manager, etc., qui peut m'aider, je crois, à essayer de voir clair. Et à partir de ça, j'évalue l'existant, je les compare aux normes et aux bonnes pratiques et je donne une opinion. C'est une opinion. Maintenant, celui que vous conseillez peut bien ne pas l'exécuter, malheureusement. Et parce que souvent, les gens ont peur du changement. Il faut faire aussi des modules de formation sur la gestion du changement, par exemple. Et ces conseils que vous donnez à l'extérieur, le Sénégal n'en a pas besoin? Vous ne les donnez pas ici au Sénégal? Ah, on ne m'a pas appelé. Non, je ne les donne pas au Sénégal. Je constate. Sauf que c'est arrivé. Et c'est arrivé que l'ancien directeur général de la Sénélec m'appelle pour faire du coaching pour ses employés, le ministère de l'Intérieur pour ses gouverneurs. Mais j'interviens beaucoup plus ailleurs. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui au Sénégal, on est capable d'adopter ces nouveaux outils de changement, de leadership, de revenir à l'orthodoxie et de faire repartir le pays sur de bonnes bases? Oui. En quoi faisant? Oui, c'est possible si les dirigeants principaux du pays en font leur affaire, s'engagent à le mettre en œuvre et à montrer qu'ils tiennent à cela, et puis peut-être à récompenser ceux qui jouent ce jeu et à se débarrasser, je ne sais pas quel est le terme, de ceux qui ne veulent pas jouer ce jeu. Et pourtant, le gouvernement a mis en place la commission d'évaluation des politiques publiques qui a été mise en place, dirigée par El Hadji Ibrahima Sall. Oui. Depuis lors, on ne voit pas réellement le travail sur le terrain. Ah, je ne voulais pas faire un conflit d'intérêt parce que je suis en train de travailler sur certains projets là-bas. Bon, la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils ont commencé. Ils ont commencé à travailler, ils ont de bonnes intentions. Je pense qu'ils vont produire leurs documents. Et bon, je pense qu'El Hadji est très compétent. Vous prenez dans vos discours tout à l'heure Oui. la culture de la sanction positive ou négative. Oui. On a l'impression qu'au Sénégal, qu'il n'y a pas de sanction négative.
on ne sanctionne pas les gens qui fautent. On essaie de les déplacer de la place où ils étaient, de les amener ailleurs, et ils peuvent continuer à faire la prédation comme ils le faisaient avant. C'est pas normal, c'est pas souhaitable. Ensuite, il n'y a pas de gain de valeur ajoutée pour l'économie du pays, pour le citoyen. Si l'on fait ce constat, normalement, on devrait construire tous les systèmes, tous les outils, tous les processus qui permettent d'agir autrement. Par exemple, la méritocratie. Il y a des pays où vous avez un office du mérite. Aux États-Unis, beaucoup de gens pensent que c'est le support system partout là. Non, il y a des emplois où vous passez par l'office du mérite, le concours et tout. Et c'est comme ça qu'on peut voir. Et moi, j'étais à Dubaï à un moment donné, je discutais avec les jeunes cadres. Et ils me disent, écoute, you can do it, you can do it, go away. Et c'est chaque année, quand les rapports d'audit sortent de ce qu'ils appellent là-bas Financial Audit Department, quand ça sort chaque année, mais les rapports sont publics. Et on récompense les gens qui ont fait du bon travail, on réaffecte les autres. Et c'est comme ça que des pays de ce genre se sont développés en 25 ans, 30 ans. Moi, je crois aux bonnes pratiques, je crois à certaines normes, bon, évidemment, passer, tamiser, comme disait Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal a besoin de ce genre de système pour s'en sortir, c'est ça? Oui, je pense que c'est incontournable. Voilà, Abdou Karim Gueye, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Nous parlons avec vous de performance et de bonne gouvernance, de comment faire pour que les politiques publiques soient aujourd'hui des politiques de qualité dans notre pays. Vous êtes ancien directeur de l'ENAM et ancien aussi IGE, inspecteur général d'État, et qu'aujourd'hui vous sillonnez un peu partout en Afrique pour y semer les bonnes pratiques, adopter les bonnes pratiques pour que les pays soient performants dans leur façon de faire. Au Sénégal, on parle beaucoup de fast-track, mais au résultat, sur le terrain, les populations ne sentent pas ce fast-track tamponné par nos autorités. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.